région PACA, plus d'un salarié sur 10 exerce le métier d'aide-soignant, soit 11,7% de la population salariée. C'est 2 points de plus qu'en 2012. En 2025, nous attendons un nombre massif de départs à la retraite. Le secteur d'activité souffre également de difficultés de recrutement, de fidélisation des salariés ou encore de gestion des secondes parties de carrière. L'Opco Santé et l'ARS décident donc de lancer ensemble une démarche innovante pour développer l'attractivité du métier d'aide-soignant en venant questionner leurs besoins tout au long de leur parcours au sein de l'entreprise et des différents stades de vie, le tout à la lumière de la QVT. La démarche a plusieurs objectifs. Au niveau des structures, l'objectif est d'améliorer les différents processus RH, comme le recrutement, l'intégration, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et d'autres encore. Il s'agit aussi de mettre en place des démarches de qualité de vie au travail pérennes et ambitieuses et de faire adhérer les structures participantes à la charte QVT PACA. Lors de cette action collective, ce sont 6 structures qui ont été accompagnées par Juliette Zavaris du cabinet Fraissinet et Associés. Ça a permis de libérer un peu la parole sur des choses qui pesaient l'équipe. Alors une phrase, 2 mots, réfléchir et anticiper. Alors réfléchir, pourquoi ? Ça veut dire que ça nous amène à travailler sur les conditions de travail, à réfléchir sur comment les améliorer. Et anticiper, c'est travailler sur notre marque employeur et faire ce qui va la valoriser. Et cette réflexion nous a permis de travailler dans ce sens-là. Ça nous a permis de pouvoir travailler peut-être sur certains points faibles au sein de l'établissement et peut-être d'enclencher la parole de chacun. Lors de la première étape de la démarche, nous avons ensemble modélisé un parcours collaborateur qui se déroule en 8 étapes. Pour chacune de ces étapes, nous avons interrogé plus de 40 aides-soignants de profils différents sur ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Par exemple, à l'étape d'intégration, les personnes interrogées ont formulé le souhait ou le besoin d'avoir un référent, tuteur ou binôme, de connaître le projet de l'établissement ou encore d'avoir une présentation de chaque résident avec leurs habitudes. Nous nous sommes ensuite posé la question suivante. Existe-t-il des différences de besoins et d'attentes pour son travail selon les étapes de la vie personnelle ? À travers ce prisme-là, nous avons donc déterminé les leviers et freins de 3 grandes étapes de la vie. Tout d'abord, pour l'étape du jeune âge, certains leviers ont été soulevés comme le roulement en 10 heures ou 12 heures de travail, la liberté du choix de contrat. Les freins cités sont par exemple le bas salaire ou l'absence d'accompagnement psychologique. Pour l'étape de la création de famille, les leviers cités ont été l'accès facile au CDI, la stabilité financière, les avantages sociaux ou encore l'accès à l'évolution de carrière et à des formations. Parmi les freins, on remarque l'amplitude horaire ou encore la pénibilité du travail. Lors de la 3e étape senior et expérimentée, parmi les leviers ont été cités la permanence de l'emploi ou encore le tutorat et la transmission de savoir. Pour les freins, il s'agira du choc des générations ou encore du départ tardif à la retraite. D'un point de vue général, il en ressort 5 grandes tendances. Le métier souffre d'une mauvaise image. La vieillesse est tabou. Les facteurs de succès sont les conditions d'emploi et les possibilités d'évolution. Horaire, pénibilité et salaire constituent les 3 principaux facteurs bloquants. Nous constatons aussi le besoin de sortir du sentiment de faire uniquement du sanitaire et l'envie d'une hybridation du métier pour développer des compétences uniques, pour faire de l'animation par exemple. L'intégration, quand on arrive dans un établissement, dans une équipe, c'est hyper important. Déjà pour se sentir à l'aise et pour pouvoir mettre toutes ses compétences sur le terrain de la meilleure manière possible. Et voilà. Je pense que le premier élément que je mettrai en avant, c'est de respecter le métier du soignant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'éviter les dérives sur le poste de soignant et les dérives de responsabilité. Ne pas mettre n'importe qui, je mets des guillemets, sur un poste de soignant pour ne pas dévoyer le contenu du métier de soignant. Celui qui est soignant, il est réellement soignant. On ne peut pas mettre n'importe qui, n'importe quelle qualification à sa place. Et le deuxième point, c'est de donner envie. Donner envie de venir travailler avec vous, de donner envie de travailler dans cet établissement plutôt que notre. Et ça, c'est aussi notre travail en tant que direction d'établissement. Les aides-soignantes ne sont pas des exécutantes. Elles ont une mission qui leur est propre et elles ont besoin d'avoir aussi un sens au déroulé de leur carrière. Il fallait peut-être en priorité pour l'attractivité du métier
surtout en ce moment, je pense que c'est ça. Le fait de se sentir valorisé aussi, c'est important. Hein. Parce que bon, on est beaucoup dans le soin, mais c'est vrai qu'on est aussi dans le relationnel, l'esprit d'équipe, l'entraide, la bienveillance. Donc toutes ces petites qualités font que, voilà, simplement un petit mot pour vous dire, eh ben, écoutez, on est content de vous, ça se passe très bien, les résidents sont contents. Vous voyez, c'est simplement des petits mots qui font que ça fait plaisir. Une fois ces bases solides posées, nous sommes passés à l'action. La deuxième étape du projet nous a donc amené à mettre en place la démarche QVT au sein des structures participantes à travers 4 temps clés. La création d'un comité de pilotage paritaire, composé de membres de la direction, de représentants des salariés et d'aides-soignants volontaires, une sensibilisation à la qualité de vie au travail, la rédaction d'une charte de fonctionnement QVT ou d'un accord de méthode, et la rencontre avec les aides-soignants pour prioriser et mettre en place des actions. Il y a eu des questionnaires qui ont été mis en place, il y a eu des choses qui ont été mises en place justement pour essayer de voir un petit peu ce que le soignant, comment le soignant percevait son poste et ce dont il avait besoin pour peut-être, vu la pénurie actuellement de soignants, de quelle manière on pouvait améliorer et ce dont il avait le plus besoin. Nous n'avions également pas fourni de chaussures professionnelles et cela a été fait. La présence de l'ARH lors des relèves de façon mensuelle, des réunions tous les 6 mois avec la directrice. Différencier les actions en fonction des étapes de vie personnelle n'a pas été naturel pour les structures accompagnées. Du côté des aides-soignants, ce découpage paraissait compromettre l'égalité de traitement. Et du côté de la direction, il venait bousculer leur souhait d'une démarche globale. Alors par exemple, une action concrète, nous avons décidé d'associer les aides-soignantes aux visites de préadmission des nouveaux résidents, de manière à ce que lorsque le nouveau résident arrive, elles le connaissent déjà, elles aient déjà vraiment une idée de la charge en soins, de la manière de s'occuper de lui ou d'elle, et puis la connaissance aussi de son environnement au domicile. L'ensemble des salariés, notamment l'équipe aide-soignante, font des groupes de parole pour savoir un peu se situer dans la structure, pour exprimer ses ressentis, ses difficultés. Un temps avec notre psychologue, une fois par semaine, pour les aides-soignantes, qu'elles puissent discuter, qu'elles aient des outils pour l'aide dans la prise en charge des résidents. Et c'est aussi de travailler aussi sur l'intégration de chacun d'entre eux, aussi bien en CDI qu'en CDD. Des petites formations également qu'on a appelées le Café des Pros pour ancrer leurs acquis, qui est fait aussi de façon hebdomadaire. Alors, on a travaillé sur 3 points. Le premier point, c'est favoriser la montée en compétences de nos soignants, parce que leur métier est difficile, et puis travailler sur les aspects qui permettent de faire face aux troubles du comportement qui sont très fréquents chez nos résidents, ça permet de ne pas les déstabiliser. Donc ça, c'est un point qui est important pour nous. Ensuite, on a essayé de créer des lieux de réflexion, des lieux de rencontre, pour qu'ils puissent s'exprimer, des lieux d'expression. Donc les analyses de pratiques professionnelles tous les mois. Et puis le dernier point, c'est de favoriser le bien-être. Le bien-être, c'est quoi? C'est qu'on a mis en place du sport pour les résidents. Faire en sorte pour les soignants, faire en sorte qu'ils puissent, sur une demi-heure, travailler, faire des mouvements pour éviter tous les TMS et se sentir un petit peu détendu. Et on a travaillé aussi avec une ostéopathe pour qu'ils puissent avoir des séances, mais là, tout ça à la charge de l'établissement. On a beaucoup travaillé depuis longtemps sur la pénibilité du travail. Ça passe par par du matériel, comme des rails, des verticalisateurs, des aides pour s'occuper des résidents. La suite, c'est la signature d'un accord QVT avec la négociation annuelle obligatoire. À continuer d'avoir un lien
de discussion et d'échange et d'avoir un management participatif important. On souhaite vraiment la poursuivre et chercher à s'améliorer et également la développer au sein de tous les salariés de l'entreprise, parce que là on l'avait fait pour les aides-soignantes, donc la continuer et la développer pour le monde hôtelier, les ASH, les cuisiniers, les hommes d'entretien, l'administratif. La suite, ça va être de vraiment œuvrer pour travailler et approfondir notre marque employeur. Parce que c'est ce qui permet de faire la différence. Je parlais tout à l'heure de donner envie. C'est ce qui permet là aujourd'hui de dire je veux aller dans cet établissement plutôt qu'un autre. Et ça aussi, c'est important pour nous de le mettre en avant.